j'ai le plaisir d'accueillir pour tout à fait autre chose, en fait, deux personnes qui sont remarquables elles aussi. D'une part, Yves-Marie Adeline, universitaire et écrivain, et d'autre part, Éric Desmond, universitaire et écrivain. Éric Desmond, on vous prononce bien Desmond ou Desmond? On peut dire les deux, mais dites Desmond. Desmond, voilà. Donc, Oui, ouais, voilà. Ça effraira moins. voilà, Pourquoi sur Radio Courtoisie, c'est mieux quand mais même. voilà, sur Radio Courtoisie, voilà, on va dire Desmond. Pourquoi est-ce que vous êtes là tous les deux? C'est que vous avez écrit chacun un livre, alors, Le Château du Roi Dormant, qui est un récit, en fait, d'Yves-Marie Adeline, et qui est un récit très exact, mais dont la dimension symbolique va être évidente, et Jaune, de la part d'Éric Desmond, aux éditions Perspectives Libre. Ce sont deux romans qui sont pas, enfin deux romans. Le second est un roman, le premier est un récit, qui sont parus cette année, et je vais me permettre de les résumer. Bien sûr, n'hésitez pas, prenez la parole les uns les autres. J'avais expliqué qu'on passerait trois quarts d'heure avec l'un, trois quarts d'heure avec l'autre. Vous arrivez tous les deux en même temps sur Radio Courtoisie, c'est absolument parfait. Vous avez le droit de critiquer sévèrement ma personne, et en revanche d'être d'une courtoisie remarquable l'un envers l'autre. Éric Desmond, votre Jaune est en fait un roman qui nous raconte les Gilets jaunes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un universitaire spécialisé dans le droit, dans les théories du droit et de l'État. Donc, autrement dit, vous êtes sorti, si j'ose dire, de votre domaine de prédilection pour vérifier dans les faits, dans la France réelle, en bas, là où Macron ne va pas, ou là où Attal ne va qu'à condition d'être accompagné par des gens qui savent lui faire manipuler une botte de paille. Comment s'est passé, en fait, ces dernières années en France, et comment est-ce que cette révolte des Gilets jaunes est née et a évolué avec des personnages qui sont tout à fait aimables, et dont l'un d'entre eux dit cette phrase admirable: la vie ici se mesure au moindre mal. Et donc, ce qui est vraiment une phrase à la fois déchirante et tout à fait vraie. Je recevais ce matin Christian Combaz qui nous expliquait que beaucoup de gens faisaient partie dorénavant du parti de ceux qui n'en pensent pas moins, et donc parti qui n'est représenté absolument pas à l'Assemblée nationale. Yves-Marie Adeline, avec votre récit Le Château du Roi Dormant, vous nous emmenez d'abord au château de Bagnac. Et en fait, ce château de Bagnac est un château qui date de l'Ancien Régime, peu à peu défraîchi, remis au goût du jour en 19e dans un style troubadour, comme on disait, c'est-à-dire une espèce de gothique réaménagé. Voilà, au sortir de la Révolution française, beaucoup de gens qui ont pu goûter ce que le progressisme avait comme charme décident de redécouvrir le Moyen-Âge. Et pour eux, le Moyen-Âge, c'est clocheton et gothique. Et ce château, évidemment, entre le 19e et 2025, se redélabre un peu. Et là, on avait mis de la pierre, on met du béton. Et là où on avait mis du gothique, on met du n'importe quoi. Et en fait, c'est une vaste métaphore. C'est une histoire réelle, c'est ça qui est fascinant. C'est une vaste métaphore du monarchisme français et de la lente déréliction, en fait, des deux familles qui sont censées incarner l'espoir de ceux qui pensent que le roi pourra un jour revenir sur le trône. Vous aussi, en fait, ce récit symbolique, plutôt dont vous faites jaillir la dimension symbolique, est évidemment un récit politique. Alors, l'un a choisi de parler de la France des gueux, comme dirait Alexandre Jardin, la France d'en bas. L'autre parle d'une France qui a pu croire à un moment donné qu'elle appartenait encore à la France d'en haut, sauf qu'aujourd'hui, les monarchistes, visiblement, ne hantent plus les couloirs du pouvoir. Yves-Marie Adeline, pourquoi nous parler aujourd'hui, en 2025, de cette lente désagrégation du monarchisme? À vrai dire, c'est tout à fait le hasard, si je puis dire, parce que j'ai découvert dans l'atelier d'un peintre qui est malheureusement mort, trop tôt disparu, un peintre symboliste du XXe siècle qui s'appelait Lionel Le Fallère. J'avais découvert un très beau pastel qui représentait ce château de Bagnac, tombant en ruine. Et des années plus tard, un ami et un peu cousin aussi m'avait dit, à la sortie d'une messe à Bellac, il dit, tiens, je vais te faire découvrir quelque chose qui va t'amuser. Et il m'emmène voir ces ruines. Et je lui dis, mais tu sais, j'ai déjà vu ces ruines-là, mais sur un pastel. Et il se trouve que j'ai connu l'histoire, j'ai découvert l'histoire de ce château à cette occasion-là, parce que le peintre Le Fallère ne la connaissait pas. En fait,
le dernier marquis de Bagnac, qui n'avait donc pas de descendants, avait décidé de l'offrir au comte de Chambord. On était à l'époque de l'espérance d'un retour, enfin oui, d'un retour de comte de Chambord en France et de sa montée sur le trône sous le nom d'Henri V. Et bien sûr, je suis pas certain que le comte de Chambord avait besoin de ce château. Il avait déjà Chambord à l'époque, du moins virtuellement, même s'il était exilé à Frosdorf. Et il se trouve que ce marquis de Bagnac croyait que le comte de Chambord allait revenir très rapidement, surtout évidemment après la chute de Napoléon III. Et donc il a accéléré les travaux pour différentes raisons. Il lui manquait des pierres. Il n'a pas hésité à faire mettre des gravats entourés de pierres. Donc en fait, il a fait un plaqué pierre et ça m'a beaucoup impressionné, ça, parce que c'est finalement la monarchie dont ne voulait pas le comte de Chambord. Il voulait pas d'un plaquet royal. On connaît la fameuse querelle du drapeau, etc. Et ça m'a donné cette idée de raconter l'évolution parallèle de ce château de Bagnac qui peu à peu est tombé en ruine et de l'espérance monarchiste. Alors je ne m'en prends à personne, évidemment, à aucun prince, mais disons cette décrépitude de l'espérance monarchiste jusqu'à nos jours, en fait. Donc voilà, j'ai dressé ce parallèle entre ce château qui est tombé en ruine et l'espérance monarchiste qui se porte pas très bien. Voilà, je Oui, fais partie de ceux. voilà. On est quelques-uns à y croire encore, mais Éric Desmond, on n'est pas absolument certain que sur les ronds-points, les gilets jaunes sentaient palpiter leur cœur en voyant une fleur de lys et se disaient tiens, mais en fait, c'est vrai, c'est le changement de régime qui va vraiment nous sauver. Bah non, parce que c'était pas du tout l'alternative politique qui était espérée. Euh, tout simplement parce que ces personnes qui étaient sur les ronds-points étaient sollicitées par d'autres formations politiques, même si ça a été fait de manière très timide, en vérité. Mais c'est un mouvement qui a été amplement populaire et a été très démocratique, puisqu'on se souvient les revendications sur le RIC, par exemple, sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un mouvement qui était plutôt hostile à l'idée de représentation dans la pure tradition qu'on pourrait dire maintenant populiste, c'est peut-être en train de devenir une tradition, mais en tout cas l'idée qu'il ne faut pas d'intermédiaire entre la vox populi et puis les prises de décision politiques, parce que la représentation a été vécue comme étant une trahison, au moins depuis les 30 ou 40 dernières années. Alors, Alors, cette il y a encore. représentation est une trahison parce que aussi on est face à un État centralisateur où tout se décide depuis Paris. Mais alors qu'il y a eu au cours des siècles une représentation beaucoup plus petite, la représentation des échevins, la représentation des conseils paroissiaux. En fait, il y a eu une véritable démocratie, y compris sous l'Ancien Régime, où les gens votaient dans leur sphère de compétences, là où ils étaient. L'organisation des métiers de la région et du métier où ils appartenaient, l'organisation de la paroisse, l'organisation de la commune. Et là, il n'y avait pas ce sentiment d'être frustré par la représentation qui prétendument portait en elle la souveraineté du peuple sans que le peuple y ait jamais accès. Oui, enfin, certainement, mais je pourrais vous objecter pourquoi alors la Révolution française? Si tout C'est la était. faute des bourgeois. Oui, non, pardon, excusez-moi, c'est automatique. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai une deuxième objection qui est la décentralisation. Elle existe depuis le tout début des années 1980. Et on s'aperçoit que même à cette échelle-là, démocratie dite de proximité ou démocratie administrative, bon, en vérité, ne donne pas satisfaction. Je cite dans le roman, ou je fais état dans le roman, de l'affaire d'un EHPAD public qui ferme, comme tant d'EHPAD publics en France. La compétence pour financer ce type d'établissement, c'est une compétence locale. Hein, ce sont les compétences des départements, des communautés de communes, éventuellement des régions, le tout chapeauté par l'Agence régionale de la santé, donc le gouvernement, mais on est là dans les compétences locales. Donc,
le sentiment de ne pas être représenté, en tout cas de voir sa volonté être étouffée par les élus, elle vaut autant pour la représentation nationale que pour la représentation locale. Et je dirais même que à l'échelle de la représentation locale, la douche est encore plus froide, si je peux employer cette expression, parce que les élus locaux sont plus proches, on les connaît, on les croise. Le pouvoir est plus proche, et donc le sentiment de trahison est certainement encore plus fort. Et Euh, Yves-Marie mais Adeline, et est-ce que dans cette décrépitude de la monarchie, ou plutôt du sentiment monarchique en France et de Ouais. l'espérance monarchique en France, on a aussi le sentiment que, à travers ce que vous décrivez, c'est aussi parce que les princes se sont éloignés du peuple. Et ce roi qui était censé être Louis XIV parlait de ses peuples. On sait que même si le cérémonial de la cour était extraordinairement complexe, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens avaient accès au roi d'une manière beaucoup plus simple qu'aujourd'hui on peut accéder au président de la République, et d'autres rois au cours des siècles ont témoigné de cette proximité. Saint-Louis en est devenu quasiment emblématique à l'époque où encore on enseignait le roman national même dans les écoles de la République. Est-ce que ce n'est pas ce défaut de proximité qui fait que cette espérance monarchique aujourd'hui vacille? Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Le défaut de représentativité des élus, le comte de Chambord l'avait très bien vu. Il en a parlé, il a émis des propositions là-dessus que j'avais d'une manière déguisée reprise à l'époque où je faisais de la politique active dans le royalisme à travers ma présidence d'un parti politique qui s'appelait l'Alliance royale. Donc en fait, je crois que ça vient surtout de là, c'est-à-dire que la représentation est mal organisée et elle ouvre la voie, mais comme la démocratie de manière générale, à l'oligarchie. Or, c'est ce que voulait éviter le comte de Chambord. Non, je crois pas du tout qu'il y ait un divorce. D'ailleurs, les princes sont des gens qui n'occupent pas du tout des positions sociales extraordinairement élevées par rapport à nos élites républicaines. Donc, en revanche, je pense que ce qui est décisif, c'est qui possède l'école possède les consciences. Et donc, après tant de décennies et de un siècle et demi, voire plus, passé à farcir la tête de nos compatriotes sur l'ancien régime et sur même l'institution monarchique elle-même, on finit par avoir le vient. Et donc, la monarchie paraît complètement impossible. Vous savez que finalement, la monarchie paraît encore pire que Hitler, parce qu'au moins Hitler, on l'a élu. Vous voyez, on arrive à des délires de cette nature. Et je crois que ça vient surtout de ça. C'est le fait que le régime républicain se soit constamment renforcé jusqu'à aujourd'hui, quoi, où il y a vraiment une aliénation générale du peuple. Et puis, il faut quand même ajouter que le mouvement des Gilets jaunes, il se divise en deux périodes. C'est-à-dire, il y a le mouvement spontané, populaire, émouvant, pour tout dire, de cette France, cette France des périphéries, hein, la France périphérique dont parlait Christophe Guilluy. Et puis ensuite, il y a la récupération par le système, par le pouvoir du mouvement pour le discréditer avec l'intervention de ce qu'on appelle la gauche du capital, c'est-à-dire l'extrême gauche, les black blocs, etc., qui ont fait peur à tout le monde et qui ont discrédité. Il y a aussi le fait que ces gens-là venaient de la province, ils se donnaient rendez-vous au seul endroit que tous les Français connaissent à peu près, au moins dans leur imaginaire, c'est les Champs-Élysées, quoi. Donc, jamais il y avait eu de manifestation sur les Champs-Élysées de cette nature, j'entends. Et puis un week-end, deux week-ends, parce que c'était quand même des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui rapidement ont été ruinés par leurs expéditions. Voilà. Puis ensuite, ils ont été réprimés avec la dernière violence parce que le peuple n'a plus d'armes. Il fut un temps où le peuple avait des fusils de chasse, etc. Toutes ces armes personnelles ont été retirées avec le temps aux citoyens. Il est interdit, si on n'a pas de permis de chasse, de posséder un fusil chez soi. Et donc, évidemment, ce sont des gens complètement désarmés qu'on a pu éborgner et estropier comme on l'a fait.
avec, en plus de ça, la complicité, évidemment, des médias. On est dans un régime beaucoup plus assuré de ce point de vue-là, beaucoup plus fort et beaucoup plus répressif que ce qu'on a pu connaître par le passé. Mais cela dit, si même la première version, disons, des Gilets jaunes avait vaincu, comme elle n'était structurée que, enfin, par aucun, bon, le RIC, on va dire, d'accord, c'est un projet politique, si on veut. C'est d'ailleurs pas nouveau, hein. Le RIC, c'est le C'était référendum d'initiative citoyenne. oui, c'est ça, c'est la nouvelle. Enfin, Le Pen parlait du référendum d'initiative populaire dans les années 80, donc il y avait rien de très nouveau à cela. Il y a aussi le danger que pouvait représenter la négation de la démocratie représentative pour que ce soit la rue qui fasse la loi. Donc là, on entre dans ce que les Grecs appelaient la démagogie, hein. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement très émouvant. J'ai cru personnellement que ce mouvement irait plus loin, mais le pouvoir a été beaucoup plus adroit, hein, que cela et a fini par le faire péricliter et le corrompre surtout. On est arrivé à des figures caricaturales à la tête de ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, Éric Desmond, d'ailleurs, vous mettez en scène quelqu'un qui est lucide, si j'ose dire, et qui revient sur cette expérience. C'est le vicomte d'Apremont qui nous dit personne n'oriente la volonté du peuple. Peut-être que les gens ne sont pas encore assez au fond du trou pour se révolter. Peut-être sont-ils si savamment abrutis, ce qui rejoint ce que vous disiez, Yves-Marie Adeline, sur l'école. Peut-être sont-ils si savamment abrutis par la vie moderne qu'ils vont se résigner encore pour un bon moment. Ce vicomte d'Apremont, qui a l'air d'un anard de droite tout à fait sympathique, il est un peu monarchiste sur les bords ou pas du tout? Oui, mais alors on ne sait pas s'il est orléaniste ou légitimiste. Oui, mais ça c'est pas très grave. Mais C'est un détail, ça. en tout cas, il a manifestement, il a lu Lénine, parce qu'il a compris que pour qu'une force subversive ou révolutionnaire puisse l'emporter, il faut qu'elle dispose d'une avant-garde, et que sinon on reste dans la révolte, dans la jacquerie. Et donc c'est Bien pour ça sûr. qu'il est un peu désabusé, qu'il est pessimiste. C'est tout simplement parce que il voit que en vérité le pouvoir joue a joué en l'occurrence sur l'impossibilité faite à ce mouvement de se donner des leaders. D'ailleurs, ce mouvement refusait un petit peu les La leaders, récupération. refusait la récupération par les partis politiques. Et à partir de là, évidemment, on a simplement un soubresaut, mais ça ne peut guère aller plus loin. Et d'ailleurs, on l'a vu, voilà, le gouvernement a joué sur le diviser pour mieux régner, et le mouvement, comme ça a été dit il y a quelques instants, s'est éteint ou est mort de sa propre mort parce qu'effectivement, au bout d'un moment, eh bien, on ne va plus manifester parce qu'on n'a tout simplement plus les moyens d'être Mm. sur des ronds-points ou de venir à Paris. Et donc, bien, on laisse tomber. Et donc, par conséquent, il y a, j'allais dire, c'est une chute supplémentaire. On a l'impression d'avoir un mouvement qui a connu des espérances, qui a chuté et qui retombe aujourd'hui assez fortement dans l'oubli, et singulièrement dans l'oubli médiatique. Alors, il a été fait état de représentation caricaturale, bien sûr, mais nous vivons dans une société du spectacle, dans une société Mm. des médias, et il n'y a pas de salut en dehors du Nord. On peut le déplorer, hein, c'est une autre affaire, mais il n'y a pas de salut hors ce type de représentants médiatiques. Mais tout le problème, c'est qu'il ne s'agit que de représentants médiatiques et pas Et, de vrais représentants politiques. j'ai le plaisir de recevoir ce soir Éric Desmond pour son livre Jaune, paru aux éditions Perspectives Libres en 2025, et aussi Yves-Marie Adeline pour son livre Le Château du Roi Dormant, que vous pouvez trouver sur Amazon. Il suffit de taper Adeline, Château et Roi, et ça débarque tout seul. C'est absolument c'est miraculeux. Et vous avez décidé, Éric Desmond, d'écrire un roman pour commenter cette réalité sociale. Pourquoi est-ce qu'un professeur d'université, spécialiste du droit, s'intéresse à cet épisode précis de la vie politique, de la vie française tout court? Alors, pas du tout pour des raisons universitaires. C'est tout simplement parce que j'habite dans ce qu'on appelle pudiquement les territoires, c'est-à-dire dans une zone rurale,
qui est un désert médical, qui connaît un taux de chômage extrêmement important. Et quand je lisais des choses sur les Gilets jaunes, on ne parle même pas de la couverture média de l'événement, mais quand je lisais des sociologues, des politistes, je me disais qu'il manquait quelque chose, il manquait une forme d'incarnation de ce mouvement, et surtout, il manquait d'une vision presque microscopique de cette forme de contre-société, car je pense qu'il s'agit aujourd'hui d'une contre-société. C'est-à-dire aller voir comment les gens vivent au quotidien et comment est-ce que moi je les observe quand je vais au supermarché, quand je discute avec tel ou tel. Je vois bien quels sont les problèmes des gens, qui sont des problèmes extrêmement futiles que je rapporte, enfin qui peuvent paraître extrêmement futiles, que je rapporte dans le roman, mais qui en vérité, pour les gens qui les subissent, sont autant d'obstacles qui finissent par rendre la vie invivable et donc qui nourrissent des pulsions, qui peuvent être des pulsions de révolte, de révolution, mais plus généralement des pulsions violentes, dont le seul dérivatif, le seul paratonnerre peut être l'élection. C'est pourquoi dans ces zones rurales un peu défavorisées, un parti comme le Rassemblement national fait des scores extrêmement élevés. Tout simplement parce qu'il apparaît encore comme étant le parti anti-système, le parti de la contestation, et les gens s'accrochent comme ils le peuvent à justement ceux qui pourraient éventuellement les représenter et être le porte-voix de leur mal-être. Donc j'ai voulu scruter, j'ai voulu décrire ce qu'était le quotidien, un quotidien qui me semble complètement miné par une violence, alors qui n'est pas forcément uniquement une violence, puisque c'est un roman, c'est une sorte de polar social, et donc évidemment il y a du sang, comme dans tout polar social, il y a des crimes, mais ça c'est, j'allais dire, le décor, ou une partie du décor, mais la violence est beaucoup plus large que ça, elle est aussi une violence sociale, c'est-à-dire quand on ne peut pas se faire soigner, quand on n'a pas d'emploi, quand on ne peut pas disposer d'un véhicule, quand on est bloqué dans une zone où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus de services publics, eh bien, on subit une violence qui est faite, je peux me réemployer un terme qui n'est pas de mon cru, qui est faite de micro-violence, d'humiliation, de vie qui ne semble avoir aucun sens. Si ce n'est savoir si on va pouvoir remplir la cuve de fioul pour l'hiver prochain, si on va pouvoir remplir le caddie pour nourrir la famille, si on va pouvoir faire le plein de la voiture, etc., etc. Et tout ça, ça me semblait un peu oublié par les descriptions théoriques, sociologiques, politiques de ce mouvement. Et je voulais le restituer et brosser une sorte de tableau sociologique, si on veut, de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs qui est très hétérogène. Vous avez signalé tout à l'heure la présence d'un vieil aristocrate, mais on croise un agriculteur, on croise une employée d'EHPAD, on croise un chômeur qui vit de petits boulots, on croise des jeunes qui n'ont rien à faire de la journée, si ce n'est fumer des pétards et boire de l'alcool, etc., etc. Donc j'ai essayé de faire un tableau d'un monde que je pouvais véritablement observer. Comme je ne suis pas sociologue, je suis juriste, j'ai préféré le genre du roman, tout simplement parce que ça me semblait être un genre plus libre également, et dans lequel je pouvais voilà, donner une dynamique qu'on ne peut pas donner dans dans un traité de sociaux. Voilà. Yves-Marie Adeline, vous avez fait vous avez pris le parti pris presque inverse, c'est-à-dire au lieu de faire du Jean Raspail et d'imaginer un roman sur la monarchie et la manière
dont les Pickendorf réussissent ou ne réussissent pas à rétablir un roi sur le trône de France. Vous avez choisi le récit et la description, et c'est tout à fait saisissant parce que vous décrivez d'abord un tableau où on a l'impression que le peintre lui-même, Lionel Le Falleur, ne savait pas en quelque sorte ce qu'il représentait. Il a trouvé des ruines pittoresques, il les a représentées. En fait, il a malgré lui saisi l'âme de cette décrépitude monarchiste en France. Ensuite, après avoir décrit le tableau, vous décrivez le château, vous décrivez l'histoire du château, c'est-à-dire vous êtes intéressé effectivement, vous en parliez tout à l'heure, à la manière dont on avait essayé d'accélérer la construction du château, et en employant de mauvais matériaux, forcément on a surtout accéléré sa destruction consécutive, enfin sa décrépitude. Et vous décrivez aussi les querelles monarchistes, vous décrivez la querelle des prétendants en résumant les arguments des uns et des autres. Vous décrivez la vie du comte de Paris, non pas l'actuel comte de Paris, mais son grand-père Henri VI, que De Gaulle, qui croyait que De Gaulle voulait le placer sur le trône de France. Et ça, c'est ce genre descriptif qui alterne la description artistique, la description historique. Pourquoi l'avoir choisi ? Pourquoi avoir choisi en fait de traiter du symbole de la manière la plus réaliste possible ? Je ne suis pas romancier, et c'est vrai que chacun ses centres d'intérêt. Le château du Roi Dormant, c'est de l'histoire. C'est tout ce qui est raconté dans ce livre, c'est vrai. Il y a beaucoup de lecteurs qui pensent que c'est un roman et qu'il y a des choses que j'ai inventées. Tout est vrai. Et quelquefois, on a envie de dire malheureusement. Et donc, tout ce que j'ai pu raconter, que ce soit les grandes évolutions, les grandes lignes de disons, de ces événements qui démarrent en 1830 jusqu'à nos jours à peu près. 1830, c'est-à-dire la chute de Charles X et la naissance donc de cette première querelle dynastique entre le comte de Chambord et le comte de Paris de l'époque. Et donc ça, c'est vraiment que de l'histoire. Et puis, bien entendu, certaines anecdotes que je raconte, mais qui appartiennent à l'histoire, qui peuvent être de la petite histoire dans la grande histoire, mais qui appartiennent à l'histoire. Donc en fait, ça n'est pas du tout le même point de vue, évidemment. J'aurais pu, pourquoi pas. Je trouve ça très intéressant. Vous avez parlé de Raspail. Euh, j'aime beaucoup Raspail, mais voilà, moi, ça n'est pas ma fibre. Je m'intéresse plutôt à l'histoire qui s'est réellement produite, quoi. Même si c'est écrit comme si c'était un roman, parce que quelquefois on me dit ah ben oui, mais il y a une écriture, il y a un style. Oui, mais ça n'empêche pas. On peut très bien écrire les choses avec style et rester dans l'histoire, c'est-à-dire dans la vérité de l'événement. Et il y a quelque chose, Éric Desmond, qui est dans la vérité de l'événement, c'est-à-dire une manière d'ancrer dans le réel votre fiction. D'une part, évidemment, tout ce que vous décrivez résonne avec ce qu'on a lu, comme témoignage des Gilets jaunes, comme récit des manifestations. Ça résonne pas uniquement avec les Gilets jaunes, on a l'impression aussi d'avoir quelques-uns des récits du Covid en tête sur cette pauvreté insensée de la France qui fume des gitanes et roule des ailes, pour parler comme les macronistes, avec beaucoup de mépris. Mais vous l'ancrez en utilisant notamment le rap, c'est-à-dire, et ça m'a frappé parce que d'un côté il y a ce récit d'Yves-Marie Adeline qui nous parle d'un propriétaire qui est capable de vouloir reconstruire un château en faisant appel à un grand architecte du moment, après ça des entrepreneurs qui sont moins talentueux, avec toute cette histoire de France qui ressurgit avec le long récit d'Henri VI, comte de Paris, jusqu'à l'actuel comte de Paris, et donc les vicissitudes de la famille de France. Et évidemment, on est plongé dans une histoire et une tradition et une mémoire qui n'est pas du tout celle du présent, alors que vos personnages à vous, c'est le présent qui est compliqué. Ils n'ont pas les ressources intellectuelles ni même morales d'essayer de se remémorer
la grande histoire de France parce qu'ils sont absorbés par le quotidien, ils sont dévorés par le quotidien. Leurs soucis sont des soucis quotidiens et en même temps existentiels au sens où c'est leur existence qui est menacée. Et donc, la musique, si j'ose dire, qu'ils écoutent, en tout cas celle qui accompagne votre récit, c'est le rap parce qu'aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée en France. Et donc, il n'y avait pas de raison, si j'ose dire, d'ancrer votre récit dans quelque chose de plus vaste, de plus cultivé, de plus bourgeois. Alors, bien sûr, il y a des références, des petites citations de rap, mais d'un rap très particulier qui s'appelle le Plouxta rap, hein, qui est du rap rural. Et quand on l'écoute, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, on a un genre musical qui est très ancré sur les problématiques des zones rurales. Voilà. C'est pas du tout quelque chose hein, sur la banlieue. Bon. Et puis, vous aurez remarqué que j'alterne, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre avec du rap et un chapitre avec Bernanos ou un autre avec Céline, si vous voulez. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que du rap. Voilà. Mais voilà, mais il n'y a pas trop de Chateaubriand non plus. Mais il y a du Proust. Hein. Mais il n'y a pas de Chateaubriand, effectivement. Non, j'ai essayé d'alterner, mais je voulais montrer tout simplement qu'il y a aussi cette culture populaire, puisque dans mon roman, il y a des jeunes gens. Et donc, eh ben voilà, j'ai voulu montrer que ces jeunes gens faisaient partie de leur vie, ce style musical, tout simplement, et qui était, quand on l'écoute, parfois plutôt bien vu dans la description faite des problèmes de cette France périphérique. Et Mais vous avez raison, ce qui est absolument, à mon sens, fondamental, c'est que il y a une absorption dans les contingences du quotidien qui est telle qu'il est quasiment impossible de penser à autre chose. Je signale à un moment que un des couples qui constitue les protagonistes du roman, déplore de ne même pas avoir le temps de lire. Donc, ils ont acheté des bouquins sur un vide-grenier il y a 6 mois, ils les ont pas ouverts. Et donc, ça, c'est très caractéristique d'une population qui est toujours sur la brèche. Il faut trouver un emploi, parce que tout est précaire. Donc, il faut trouver un emploi, il faut trouver parfois un deuxième emploi, parce que le premier emploi n'est pas suffisamment rémunérateur. Et donc, oui, il y a une absorption totale. Alors, on pourrait ajouter que le Netflix et d'une manière générale Internet finit par recouvrir d'une chape de plomb toute tentative vers des échappées culturelles qui pourraient être émancipatrices. Hein. C'est-à-dire que ça forme un tout. Mais on a une population qui est, en vérité c'est la même chose, asphyxiée à la fois économiquement et culturellement. Sachant que les deux vous voyez, c'est dialectique en quelque sorte. L'étouffement économique produit l'étouffement culturel et l'étouffement culturel engendre l'étouffement économique. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Et c'est pourquoi je me suis effectivement focalisé sur une description détaillée de la vie quotidienne des gens et de pulsions de pulsions de désespoir qui parfois tentent de faire sauter la soupape et donc d'exprimer par la violence le refus de ce type de vie qui n'a pas de sens. Vous pourriez ajouter qu'il n'y a plus dans ces campagnes de sentiments de religiosité ou de religion. C'est un fait. C'est un fait. D'ailleurs, il n'y a plus de curé. Quand vous voulez, dans ma campagne, quand vous voulez organiser un enterrement, c'est extrêmement difficile. J'entends un enterrement religieux. C'est difficile parce que le pauvre curé de la paroisse, il doit s'occuper d'une zone extrêmement vaste. Oui, il a 30 ou 40 clochers à gérer. Voilà, et donc on a le bon vouloir de laïcs qui viennent se substituer au curé qui est complètement débordé. Donc, oui, les églises sont fermées, mais d'une autre manière, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas
d'événements culturels, à part, j'en fais état, des vides-greniers. Mais que sont les vides-greniers? C'est tout simplement une alternative économique. C'est un système de quasi-troc qui est offert dans les territoires pour rendre le quotidien économique moins difficile. On n'est plus du tout dans ce qu'étaient les brocantes dans les années 1970-1980, c'est-à-dire le rendez-vous des happy few des antiquités pour trouver la pièce rare pouvant décorer la maison de campagne. C'est plus du tout ça, c'est un système d'échange, de troc, d'entraide, car il y a au moins une chose qui reste, parce que je ne veux pas faire non plus une peinture extrêmement pessimiste de ce monde pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, hein, je dois le dire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est aussi parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ce monde. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est une vraie solidarité. Il y a une réelle solidarité qui est la solidarité des gens qui sont confrontés au même problème. Et très naturellement, hein, c'est la fameuse, ça rejoint un peu la fameuse common decency d'Orwell ou de Michéa. Il y a ce système d'entraide extrêmement puissant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on avait affaire à une contre-société, c'est-à-dire à des personnes qui se disent, eh bien, ne pouvant plus compter sur l'État, ne pouvant plus compter sur les autorités locales, eh bien, comptons sur nous. Alors, comptons sur nous, c'est exactement ce que les monarchistes aimeraient faire, mais ils n'y arrivent pas. Et votre roman, votre récit, décidément, je n'y arriverai pas, Yves-Marie Adeline se termine en fait par la chute, non pas de la maison Usher, mais de la maison royale. Et ce château de Bagnac est rendu à la terre. En fait, en Touraine, quand les murs s'écroulent, on dit qu'ils fondent. Et là, on a l'impression, effectivement, vous décrivez un château qui fond et qui peu à peu était absorbé par la terre dont il avait surgi. Et il y a un personnage dont vous allez nous parler juste après que j'ai fini cette beaucoup trop longue question, Tante Poucette. Et voilà, une dernière fois, Tante Poucette refusa. Il fallait que le château disparaisse tout à fait. Pour cela, nul besoin de l'assiéger, d'envoyer des démolisseurs, le perforer à coups de baramine, de masque ou de marteau-piqueur. Le temps seul ferait son œuvre. Un jour, il sera cordé par le lierre grimpant, puis noyé peu à peu sous la végétation, jusqu'à ce que ses tours soient mélangées aux arbres dans un même élan vertical. Alors là vraiment, c'est pour un royaliste, vous l'avez dit tout à l'heure, vous décrivez en fait quelque chose qui est rendu à l'état de nature et que la nature va absorber. Voilà, tout ce que les hommes ont construit sera rendu d'une part à la minéralité des matériaux et d'autre part à la végétation qui recouvre cette belle idée royale. Pourquoi est-ce que vous terminez sur cette note navrante, triste et en même temps très bien écrite? Merci, mais en fait, pour tout vous dire, c'est un clin d'œil à l'art de Le Fallers, parce que Le Fallers, l'œuvre de Le Fallers, qui n'est pas une œuvre extrêmement importante, c'est quelqu'un, comme je le disais au début de l'émission, qui est mort prématurément. C'est exactement ça, c'est-à-dire cette décrépitude de la pierre qui finit par enfermer étranglé par le lierre. Et donc, je trouvais que c'est pas franchement une pirouette, mais enfin, c'est vrai que c'était une manière d'avoir commencé le livre avec Le Fallers et de le finir avec Le Fallers, qui est un peintre évidemment méconnu, et j'espère l'avoir fait découvrir à mes lecteurs. Mais donc, pour le reste, vous savez, l'histoire, elle est plus imaginative que nous. Donc, c'est vrai que quand on voit ce que sont devenus les Gilets jaunes, c'est désolant, bien entendu. Cette absence d'architecture politique qui fait que bah, vous êtes complètement impuissant devant un pouvoir extrêmement fort. J'ai du mal à croire à cette contre-culture dans la mesure où elle est écrasée par, si on peut l'appeler comme ça, la culture du pouvoir actuel. Mais on ne sait jamais ce qui peut se produire. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, il arrivera une sorte de résurrection, de déchaînement. Je ne sais pas. Alors, ça peut produire le meilleur comme le pire. Là, nous sommes aveugles hein, devant
devant cette perspective. Et même si je m'en tiens à l'espérance monarchiste, euh, même ça, je ne l'abandonne pas. D'abord parce que, disons, en tant que penseur politique, je continue d'y adhérer, évidemment, à cette idée, à cette doctrine. Mais effectivement, pour l'instant, on voit pas trop comment ça peut se présenter. Mais bon, l'histoire, encore une fois, est plus imaginative que nous-mêmes. Je cite souvent l'exemple de la Pologne en 1914. Vous savez que j'ai écrit une histoire mondiale de la Grande Guerre. En 1914, un patriote polonais, il ne sait pas quel camp choisir. S'il choisit le camp russe, autrement dit le nôtre, à l'époque, ou le camp germanique. Et pourtant, à la fin de la guerre, les deux camps se seront effondrés, la Russie s'est effondrée, et les deux autres empires germaniques, et finalement la Pologne va renaître. Alors après, bon, on ne sait pas ce qu'elle en fera elle-même. C'est un pays qui est peu doué pour l'État, mais peu importe. Vous voyez, donc comme l'histoire peut réserver des surprises incroyables. Et en fait, c'est pour ça que je dis souvent qu'elle est plus imaginative que nous, Elle est qui plus, sommes supposés la faire pourtant. elle est plus imaginative que nous. Éric Desmond, votre livre est paru, je crois, au premier trimestre 2025. Oui. Voilà. Et nous sommes à la fin du deuxième trimestre et il est apparu quelque chose qu'on n'imaginait pas en janvier-février, c'est-à-dire le phénomène des gueux. Voilà. Donc les gilets jaunes avaient échoué, le Covid avait fait apparaître des réactions de frustration aussi dans cette France rurale qui était mise en coupe réglée par le pouvoir, qui avait dépêché des Pandores absolument partout pour bien vérifier qu'on n'allait pas se promener tout seul dans la forêt, parce que évidemment le virus était en train de rôder autour des buissons de murs beaucoup plus sûrement que dans les supermarchés qui étaient restés ouverts. Et brusquement, l'écrivain Alexandre Jardin s'énerve sur les aides-feux, qui était un sujet déjà un peu labouré par certains politiques comme Pierre Maurin. Il en profite pour s'énerver sur le diagnostic énergétique. Il enchaîne sur la loi de programmation énergétique et plein d'associations brusquement qui tenaient à bout de gaffe les politiques, ou qui en tout cas étaient déjà raisonnablement désabusés, se ruent sur ce mot d'ordre des gueux. Vous parliez tout à l'heure de jacquerie. On a l'impression, voilà, qu'une fois plus, le terme le plus méprisant est récupéré par ceux qui en sont affublés et qui au contraire, le transforment en tabard et en tunique de gloire et disent oui, nous sommes des gueux, on ne va pas se laisser faire. Est-ce qu'on assiste à une renaissance des Gilets jaunes? Est-ce qu'on est en train, au contraire, d'avoir quelque chose de plus structuré? Quelle est votre analyse de ce mouvement actuel? Alors, je vais me tenter un avis, mais qui n'est qu'un simple avis. C'est-à-dire que je pense que le mouvement n'a jamais cessé d'exister, il s'est mis en sommeil et il se réveille. En tout cas, on le réveille. Il faut qu'il y ait le prince charmant qui vienne réveiller euh, la Cendrillon habillée de jaune. Et là, en l'occurrence, il y a deux personnages qui ont joué ce rôle, si on y réfléchit bien. Il y a eu Francis Lalanne à un moment, qui a joué un petit peu ce rôle de porte-parole des Gilets jaunes. Et puis là, effectivement, Alexandre Jardin. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une action politique qui porte ses fruits, il faut qu'il y ait une unité d'action. Et donc, pour qu'il y ait une unité d'action, il faut qu'il y ait une organisation ou des personnes qui viennent unifier cette volonté. Et là, en l'occurrence, Alexandre Jardin joue ce rôle. Mais on s'aperçoit que ce rôle est joué aujourd'hui par des personnes qui jouissent d'une notoriété essentiellement médiatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne peut passer que par là et que, par conséquent, c'est très dépendant du pouvoir des médias. C'est-à-dire que le jour où les médias, et malgré les réseaux sociaux, et là encore, la contre ou la réinformation par les réseaux sociaux, malgré cela, il y a un poids extrêmement fort des médias qui peuvent faire littéralement disparaître un représentant. Ça, c'est ce qui me paraît extrêmement intéressant dans ces mouvements,
donc qui ne joue pas sur le registre de la représentation électorale. Jardin n'a été élu par personne, Lalanne n'a été élu par personne. Ce sont des leaders d'opinion qui surgissent grâce à une notoriété à qui l'on va tendre un micro. C'est très intéressant parce que vous voyez, quelqu'un comme Ruffin vient de ce monde-là. Mais Ruffin a intégré la représentation politique classique, c'est-à-dire en se faisant élire. Il est venu de journal qui s'appelait Fakir, pour le coup, contre-culture politique, et il s'est complètement institutionnalisé. À partir du moment où on ne s'institutionnalise pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas élu, par exemple, eh bien on est uniquement une figure médiatique, eh bien les médias exercent en quelque sorte un pouvoir de droit, enfin un droit, pardon, de vie ou de mort sur votre existence. C'est-à-dire si demain les micros ne se tournent plus vers Alexandre Jardin ou quiconque qui entend représenter un mouvement, eh bien le mouvement disparaît. Il ne disparaît pas, mais il devient invisible. Un mouvement comme celui des Gilets jaunes est en proie à ce phénomène, c'est-à-dire qu'on peut l'invisibiliser n'importe quand. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il se met en sommeil et il est réveillé médiatiquement de temps à autre. On peut même, si on était un peu complotiste, mais je ne veux pas m'avancer sur Non, ces questions. pas chez nous, pas vous. Pas moi, pas vous, pas moi. Et on pourrait dire que tout ça peut être habilement orchestré. Vous voyez, c'est-à-dire que pendant qu'on parle de cette chose, on ne parle pas d'une autre chose. En parlant de cette chose, on ouvre un petit peu le couvercle de la cocotte minute, et puis, le moment venu, on saura le refermer. Donc, il y a un vrai problème. Alors, c'est peut-être le lien avec... j'écoutais ça avec beaucoup d'intérêt, ce que vous disiez sur la monarchie, parce que je suis constitutionnaliste, donc ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir la différence entre être royaliste et être monarchiste. Je perçois un petit peu cette différence. Moi, j'ai tendance à penser que la Ve République pour le coup, est une monarchie. Le comte de Paris était quasiment d'accord avec vous. Voilà, c'est une forme constitutionnelle. Mais c'est pas une royauté. C'est pas une royauté, on est d'accord, parce que la royauté, je pense que c'est autre chose. C'est quelque chose qui relève beaucoup plus du sentiment et de l'esthétique, mais pas de la forme constitutionnelle à proprement parler. Mais on se retrouve devant les mêmes, vous voyez, devant les mêmes phénomènes. C'est-à-dire des problèmes de difficulté à la représentation et qui sont très dépendants de pouvoirs que les principaux concernés ne maîtrisent pas. Et donc qu'il les réduit en quelque sorte, qu'il les neutralise, ou qui peut les neutraliser extrêmement facilement. C'est pour ça que je ne suis pas sur cette affaire des gueux. Moi, je trouve ça très bien, à titre personnel, mais je ne suis pas forcément très optimiste. Très optimiste. Voilà, et effectivement, vous n'êtes pas très optimiste, car effectivement, le pouvoir est toujours prêt à reprendre le contrôle de ceux à qui il a donné un peu de mou et sur lesquels il a lâché un peu les rênes. Nous allons écouter un petit bobino qui nous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie et nous reprenons cette conversation passionnante. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Yves-Marie Adeline, sur cette question du leadership, et que les auditeurs me pardonnent, mais voilà, Éric Desmond parle de leader, j'enchaîne sur le leadership, sur cette question en fait de l'incarnation du pouvoir, de la manière dont quelqu'un surgit qui ne prétend pas être le roi ou qui est le roi. Comment on sent dans votre livre, au contraire, la manière dont vous observez que les prétendants post-Henri V, qui veut être roi, qui théorise la fonction de roi, qui produit des essais politiques, qui a une pensée politique, peu à peu, ça se perd un peu dans les sables. Henri VI, comte de Paris, a une lettre d'information qui touche d'ailleurs les communes, si je ne m'abuse. C'était une lettre qui était tirée à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui était envoyée aux élus locaux. Mais déjà, il y a moins de
de réflexion sur ce que peut être un pouvoir royal et un pouvoir monarchique en France au XXe siècle. Et peu à peu, les prétendants, en fait, ne produisent rien et ils échouent même à produire une représentation, justement. Vous parlez de cet épisode triste de 1993 pour le bicentenaire du soulèvement de la Vendée où tous les gens qui en tiennent pour Louis de Bourbon s'attendaient à ce qu'il débarque au Mont des Alouettes, 15 000 personnes réunies voilà, pour célébrer le souvenir chouan, le souvenir vendéen en tout cas, et manque de peau, le roi ne vient pas. C'est un tournant de cette tendance-là, hein, j'entends, parce que euh, on avait passé plusieurs années avec son père et son père était présenté comme une sorte d'alternative au vieil Henri VI, car Henri VI était devenu vieux à ce moment-là, parce qu'Henri VI avait déçu des royalistes très marqués par l'action française. Il y a ça aussi. On parlait de différence entre royalisme et monarchisme. La fidélité royale finit par s'éteindre presque dans un engagement idéologique, doctrinal, qui est celui de Maurras dans l'histoire du royalisme français. Hein. Et donc, on perd un peu de vue la royauté pour ne parler que de la monarchie, hein. Mais d'ailleurs, une monarchie à la sauce maurassienne, c'est-à-dire réalisant une sorte de mariage entre la monarchie et le nationalisme, qui a été très très présent évidemment à l'époque déjà de la jeunesse de Maurras. Comme quoi la disparition du comte de Chambord avait vraiment laissé un vide terrible et qui a été comblé vaille que vaille par cette formule-là. Alors bien sûr, il y a eu l'échec de Maurras, l'échec final de Maurras qui a été voué aux gémonies après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on voit comment quelqu'un comme De Gaulle, qui à l'origine est plutôt barésien dans sa jeunesse, c'est donc quelqu'un qui veut une république forte, c'est-à-dire précisément celle qu'il mettra en place plus tard, mais qui comprend, une fois qu'il a monté cette république, que la seule façon de la faire durer, c'est effectivement de lui donner une dimension qui, elle, relève de la royauté. Simplement, il peut pas. C'est impossible. Encore une fois, des générations entières de Français ont été formés au poison républicain. Je me permettrai de dire ce que j'en pense, je le qualifie de poison. Et donc, il finit par renoncer à cette idée, qui était une intention véritable. Hein. Personne ne doute aujourd'hui du fait que De Gaulle s'est interrogé. Mais bien entendu, par réalisme, il a abandonné ce projet et ça a été le début de la fin, évidemment, pour Henri VI, parce que il s'était arc-bouté il s'était tendu comme un arc vers cet objectif et là, tout lui échappe et c'est la fin et ça le rend d'ailleurs, après là, on rentre dans la psychologie, ça le rend tout à fait autodestructeur, y compris de sa famille, etc. Et en tout cas, c'est un homme qui était extrêmement intelligent, brillant, trop probablement, et qui s'était attiré des ennemis, notamment par sa politique de ralliement à De Gaulle, et en particulier dans l'affaire algérienne, et ce qui a laissé, disons, prendre la flamme, enfin grandir la flamme d'un, appelons ça un néo-légitimisme disons, qui se référait à l'aînesse dynastique de toute la maison de Bourbon, puisque les Orléans sont des Bourbons, évidemment, et qui, là, nous amène en Espagne. Alors, c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle Un château en Espagne. Et là, effectivement, il y a un très gros problème qui se pose. Et finalement, on est un peu dans le même débat, hein, c'est-à-dire dans quelle mesure les prétendants espagnols ou le prétendant actuel espagnol, disons, peut prendre en charge le patrimoine français. Le gros problème des Gilets jaunes, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens à bien des égards privés, déshérités. On leur a arraché leur patrimoine, leur mémoire française. Le seul fait d'ailleurs qu'ils chantent du rap, enfin, n'est guère encourageant, enfin, n'est guère rassurant. Donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que comment
de ce point de vue de la prétention, du moins du point de vue espagnol, il y a cette difficulté à assumer l'héritage français et surtout à s'y reconnaître complètement, parce que il s'agit d'un prince qui est fondamentalement espagnol et surtout très très attaché à un héritage qu'on peut comprendre bien sûr, qui est celui de son arrière-grand-père Franco, hein, parce que là encore il y a eu une sorte de mélange entre le nationalisme et le monarchisme, mais alors là par le sang, par le mariage de son père avec la petite fille du caudillo. Donc tout ça, évidemment, rend les choses, va obscurcir l'avenir, on est bien d'accord. Le dernier moment où on a pu penser effectivement qu'il y avait quelque chose éventuellement de possible, mais c'est grâce à De Gaulle. Imaginez que, enfin, De Gaulle, comme nous le savons, n'arrive pas au pouvoir par la démocratie, il n'y arrive pas par l'élection. Il y arrive une première fois en 1944 par le renversement du pouvoir de Pétain, donc de l'État français, et puis il revient une deuxième fois en 1958 par la crise algérienne qui renverse la quatrième République. Donc c'est pas du tout le processus électoral qui fait venir De Gaulle au pouvoir. Alors après, De Gaulle va s'y maintenir en 65, mais ça n'est pas du tout l'élection, c'est pas la démocratie qui appelle De Gaulle au pouvoir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le personnel politique qui se réfèrent à De Gaulle, mais en oubliant cette réalité historique. C'est pour ça que ça sert aussi à quelque chose de faire de l'histoire et de rappeler d'ailleurs toute cette histoire dans ce récit. Donc, effectivement, c'était le grand espoir de Gaulle, c'était comment faire perdurer son idée de la Cinquième République, qui est une idée monarchiste, évidemment, mais c'est pas possible. Une monarchie sans royauté, ça n'est pas possible. Ou alors elle se délite, et c'est ce qui s'est passé pratiquement dès le début. Pensez. Et oui, voilà, le Castel Gaulis, lui aussi, est en train de fondre. Et Oui, voilà, oui. la toiture est en ruine, les murs sont lépreux, la plomberie ne marche plus, et l'électricité est défaillante. On en parle quasiment chaque jour en parlant de programmation électrique. Oui, ça ne marche plus. Et est-ce que, malgré tout, Éric Desmond, vous avez l'impression que, au fond d'eux-mêmes, les gilets jaunes, les gueux, etc., attendent un homme providentiel? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est juste la force de leur colère qui va permettre de faire bouger les choses, qu'il y a des gens qui ne prétendent pas les diriger mais qui acceptent de les représenter, comme toujours d'ailleurs dans les révoltes populaires, il y a toujours un moment donné où les Jacques et les autres se trouvent quelqu'un qui sait parler en fait et qui parle le langage de l'élite et qui n'appartient pas au peuple mais qui sert comme ça de courroie de transmission, un peu comme dans les tragédies raciniennes où il y a toujours les confidents qui sont les éléments d'échange entre les deux extrêmes que sont les deux héros. Est-ce que voilà, ces gens vous avez décrits englués dans le quotidien et qui malgré tout ont une révolte car leur sort ne leur convient plus, effectivement cette absence de sens à la vie leur pèse encore plus que les conditions, est-ce qu'ils vont former une espérance politique ou pas? Alors, pour répondre, deux choses. D'abord, sur ce que vous avez dit sur l'homme providentiel. Je pense qu'il y a, d'une certaine manière, un mal français qui est l'attente de l'homme providentiel. On pense, alors c'est très lié à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, dont on vient à De Gaulle, la marque des origines. C'est-à-dire qu'on pense que si on élit telle ou telle personne, on aura une solution à tous les maux. Ça, je pense que c'est très ancré, mais pas uniquement dans le monde des Gilets jaunes. Ça fait partie de la culture politique française et c'est très lié au régime de la Ve République, tout simplement, et de façon plus lointaine de l'histoire. Bon, c'est peut-être aussi la trace de la monarchie qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, mais je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un leurre. C'est un leurre parce que les circonstances ont changé. D'abord, la France fait partie d'un tout qui s'appelle l'Union européenne et que, en vérité, nous avons des dirigeants, mais qui sont des dirigeants qui, quand on y regarde bien, ne sont pas vraiment choisis par ceux qui le représentent. On a des exemples un peu caricaturaux
dans l'Europe centrale, si vous voulez. Mais faut comprendre que en France, on pourrait à peu près dire la même chose. Ce qui est arrivé à Fillon en son temps, ce qui arrive à Marine Le Pen maintenant, montre que ceux qui sont appelés à être dirigeants euh, sont pour grande partie choisis ailleurs. Donc le fait de croire qu'il puisse y avoir un homme ou une femme providentielle est un double leurre. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas tout changer et elle ne peut d'autant pas changer les choses qu'elle est autorisée par une autorité supérieure, qui, en l'occurrence, aujourd'hui est supranationale. Donc, tant qu'on reste dans ce schéma-là, il y a peu de chances que la situation, vous parliez des Gilets jaunes, mais on pourrait parler des Français en général, s'améliore. Au deuxième point, et vous voyez, j'ai oublié lequel il était. Vous m'avez Non, mais posé... vous avez répondu sur l'essentiel de ma question qui était emberlificotée. Voilà, et il n'y a pas, enfin, ou plutôt, il y a peu de chances qu'un homme providentiel se présente et réussisse à régler les problèmes. Mais est-ce que par ailleurs, les Gilets jaunes forment véritablement le vœu d'un homme providentiel, ou est-ce qu'ils ont abandonné aussi cette idée-là et est-ce qu'ils se sont dit que finalement ils allaient devenir les fils de leurs propres œuvres C'est très difficile à dire. Là, il faudrait faire une étude, pour le coup, très sérieuse, une étude de sciences politiques. Il en existe peut-être, je ne les connais pas. La seule chose que l'on puisse observer, c'est tout simplement la carte électorale. On sait que les régions dans lesquelles sont surreprésentés les gilets jaunes sont des régions qui votent de façon extrêmement importante pour le Rassemblement national. Et donc, peut-on penser pour son ou pour sa candidate. Donc ça veut bien dire qu'il y a tout de même un espoir, ou l'espoir que le candidat ou la candidate de cette formation politique puisse l'emporter et changer les choses. L'espoir doit exister, sinon je pense que les électeurs ne feraient pas ce vote, sauf à émettre l'hypothèse d'un vote purement contestataire, renverser la table. Mais enfin, nous voyons comment évolue le Rassemblement national. Je pense qu'il ne renverserait très peu de tables, ou alors vraiment des tables basses. Par conséquent, il y aurait, et c'est un parti qui a réussi à fabriquer ses déçus avant même d'accéder au pouvoir. Donc, je crois que, ce qui est quand même assez prodigieux, donc je crois que oui, il doit persister chez ces personnes qui sont dans la difficulté l'idée que une personne à poigne pourrait changer radicalement les choses. Mais ça, je crois que c'est un trait caractéristique de la vie politique en France. Si on observe les choses en Europe, vous voyez, donc plutôt dans des régimes parlementaires, dirait-on, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, même si elle n'est plus dans l'UE, en Italie, on s'aperçoit que cette idée d'homme ou de femme présidentielle est beaucoup moins forte. C'est un cas très français. Et je ne pense pas que ça puisse nourrir un espoir qui engendre des réalisations politiques qui puissent satisfaire les électeurs. Voilà. Yves-Marie Adeline, voilà, le récit même que vous faites de ce château de plus en plus ruiné et que tant de poussettes d'ailleurs désirent voir rendu au sol et à la végétation, là aussi on se dit que vous ne croyez pas trop à l'homme providentiel. Alors, l'homme providentiel, c'est la maladie des républiques. C'est-à-dire que quand une république entre en crise, le salut n'est jamais endogène. Le salut est toujours exogène. Et toute notre histoire l'a montré. On sait
On s'est confié à un général vainqueur qui s'appelait Bonaparte. On s'est confié à un autre général anciennement vainqueur qui s'appelait Pétain. Puis on s'est confié à De Gaulle, qui avait été consacré par l'histoire. Et quand on l'a appelé en 58, voilà, c'était quelqu'un qui pouvait faire la soudure entre beaucoup de Français en tout cas. Mais là encore, alors, je voudrais pas assommer tout le monde avec ça, mais si vous ne pérennisez pas ça par des institutions, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire qu'une fois De Gaulle parti, à l'aube des grands chênes ne poussant que des petits glands, c'était évidemment la décadence promise de la Ve République. Mais donc en fait, les hommes providentiels sont des personnages qui viennent réparer, disons, soigner ou poser un cautère sur une jambe de bois. Vous voyez, c'est ça. Mais naturellement, le temps que le soin est prodigué, on imagine que les choses resteront durables, etc. Donc, c'est vraiment un phénomène typiquement attaché à notre régime. Quand on est monarchiste et encore plus royaliste, on croit aux hommes, on croit aux institutions avant de croire aux hommes. Hein, c'est finalement le grand message que nous a laissé Bonald. Il faut croire aux institutions plutôt qu'aux hommes. Alors bien entendu, tant mieux hein, quand on a et l'institution et un génie comme Louis XIV. Bon bah là forcément tout va très bien. Ou bien et l'institution et un saint comme Saint Louis. Mais enfin l'essentiel c'est quand même plutôt la solidité institutionnelle que celle des hommes. Alors, évidemment, pour en rester aux Gilets jaunes, c'est là où ils sont. Je partage tout à fait l'empathie hein, de mon confrère à l'égard de ces Gilets jaunes. C'est là où c'est terrible, c'est poignant parce que on ne peut rien faire sans une formulation politique. Tout de même, vous avez cité tout à l'heure, à propos des gueux, vous avez cité Pierre Meurin. Rappelons quand même que c'est un député du Rassemblement national. Donc, il appartient quand même à une dynamique politique et lui peut porter cette parole sur les ZFE à l'Assemblée, au Parlement lui-même. Donc, on ne peut pas faire autrement, évidemment, que transiter par la représentation nationale. Alors, ça peut passer par des artistes plus ou moins doués, mais à un moment, il faut quand même que ça soit pris en charge par la représentation nationale. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui auraient pu être tentés, alors on a parlé du Rassemblement national, disons, de s'emparer de ce mouvement, à vrai dire, c'était eux les plus proches de cette France périphérique, puisque la sociologie politique le démontre. Mais ils pouvaient être accusés de complot contre la République, de séparatisme, de tout ce qu'on voudra, de pensée révolutionnaire pour renverser l'ordre établi. Et donc, je pense que ça a fait peur à des gens comme Marine Le Pen à cette époque-là, qui se sont dit, mais oui, mais si on prend la parole, et d'autre part, il était trop facile à qui que ce soit, y compris évidemment au pouvoir, d'inclure ou d'inoculer au milieu des Gilets jaunes des voix qui eussent été discordantes en disant mais on ne veut pas être récupéré par Marine Le Pen. Vous voyez, c'était vraiment une patate chaude cette affaire. Donc on a une fièvre populaire qui a été matée, qui n'a pas abouti. Et qu'est-ce qu'elle aurait donné si elle avait réussi probablement un temps de chaos, peut-être. Hein, et puis, qu'est-ce qui serait sorti de tout cela? J'en sais rien. Peut-être beaucoup de démagogie au moins au début, un peu comme en 1848. Il a fallu revenir sur un tas d'idées complètement démagogiques après la révolution de 48. Donc là, évidemment, on ne sait pas. Ou alors, il faudrait faire appel à un romancier pour savoir ce qu'aurait pu devenir, ce que pourraient devenir les Gilets jaunes dans la fiction. Mais vous voyez, voilà, Éric Desmond, si jamais vous ne savez pas quoi écrire juste après voilà, Jaune. Il y a une suite. Et Yves-Marie Ameline, une dernière question. Vous êtes promené en France, vous avez trouvé ce pastel de Le Falaire, vous avez ensuite été amené par un cousin en face des ruines du château qui avait été peint. Est-ce qu'au cours de vos pérégrinations, vous n'avez pas trouvé aussi
un château en bon état, entretenu par une famille qu'il possédait depuis quelques siècles ou au contraire depuis 10 ans, avec ce côté solidarité, transmission, et même pas forcément transmission par le sang, mais ou une même passion pour ces vieilles pierres et leur histoire vous permettrait d'écrire un autre récit tout aussi symbolique d'une France qui a décidé de ne pas mourir, d'un pays qui a décidé de renouer avec son passé et de le faire d'ailleurs avec l'agilité que sont ces nouveaux propriétaires qui ne se contentent pas de fumer des cigares dans le salon, mais qui au contraire retroussent leurs manches, fauchent les pâtures, louent les communs et organisent des mariages dans le grand salon. À commencer par le cousin en question, bien sûr, puisqu'ils sont là depuis 1220, pas très loin de Bagnac, et en ligne masculine, qui plus est, ce qui est rarissime. Je pense qu'il doit y avoir une demi-douzaine de familles dans ce cas-là. Mais même, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui remontent des pierres. Il y a, je crois, de la part de beaucoup de gens, un appel au patrimoine. S'il y avait un ministère de la Culture qui devait se poser en rupture avec ce qui se produit aujourd'hui, je pense que ce ministère-là devrait beaucoup insister sur le patrimoine, euh, essayer de rendre aux Français leur héritage, leur patrimoine, ce qui passe d'ailleurs par le reste. J'ai parlé de l'enseignement, l'éducation nationale, etc., les universités. Là, il y a eu toute une entreprise de déshéritement de la population française, aggravée par évidemment l'implantation d'une population qui, elle, ne se sent absolument pas concernée par l'histoire de France, et pour cause. Donc là, ça n'a fait que, évidemment, aggraver les choses. Mais d'ailleurs, je suis convaincu, alors c'est un autre sujet, hein, probablement, mais je suis convaincu que cette population, disons, allogène, se sentirait bien mieux en France si la France retrouvait ses valeurs et les représentait pour ce qu'elles valent. Et si nous n'avions pas, au contraire, une république qui est le passé français, tout ce qui précède en tout cas son propre régime, je pense que la France s'en porterait mieux et nos défis, notamment touchant à ces populations allogènes, nos défis seraient moins difficiles à relever, certainement. Éric Desmond, je vous poserai presque la même question, mais adaptée à l'œuvre que vous avez décidé d'écrire. Vous nous avez dit, c'est un roman noir social, il y a du sang, il y a les élites qui haïssent le peuple, il y a les fonctionnaires qui sont les idiots utiles du régime et qui pressurent ce peuple. Et on a l'impression de ce peuple désespéré qui est obligé d'inventer ses solidarités. Et en fait, ce roman jaune nous parle d'un peuple français qui met en scène les plus déshérités, les plus matraqués, les plus éborgnés, mais au bout du compte, c'est nous tous Français qui sommes peu ou prou les gilets jaunes par rapport aux élites qui nous gouvernent et qui entendent bien nous mater en permanence. Est-ce que malgré tout, là aussi, il y a sur cette solidarité que vous mettez en scène, est-ce qu'on peut fonder un espoir ? Est-ce que vous allez écrire un tome 2 qui sera sociologiquement tout aussi juste, humainement tout aussi nourri de votre expérience, mais où vous irez chercher le côté peut-être un peu ensoleillé de ces solidarités qui fleurissent et qui ont l'air très petitement de dessiner de nouvelles petites démocraties locales, de nouveaux petits circuits économiques locaux sous le regard du pouvoir ou peut-être à côté, de l'autre côté de la haie. Oui, ça s'appellerait Jaune foncé ou quelque chose comme ça. C'est ça, bouton d'or. Bouton d'or, voilà, très bon titre, je vous remercie. Non, je pense que ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu un engouement, en tout cas une sympathie pour ce mouvement? C'est parce que je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il y avait un phénomène global qui était un phénomène de déclassement et que chacun peut être touché par ce déclassement. C'est-à-dire que voilà ce que le phénomène des Gilets jaunes a montré, c'est-à-dire un phénomène social global qui est très lié à l'effondrement des classes moyennes, hein, c'est-à-dire qu'on a vu cet effondrement des classes moyennes, car le mouvement des Gilets jaunes est en grande partie constitué de classes moyennes, et les classes supérieures
à la faveur du globalisme ambiant, finissent par se rendre compte, en tout cas certaines personnes, que ce phénomène de déclassement va finir par les toucher. Je prends un exemple, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire disparaître beaucoup d'emplois du tertiaire, des emplois dits intellectuels, mais de la même manière que les délocalisations d'industrie ont fait disparaître des emplois sur le territoire. Donc, on va avoir le même phénomène, qui est un phénomène global de déclassement. Et je crois que une des vertus du mouvement des Gilets jaunes, c'est cela, c'est d'avoir montré le caractère inéluctable, ce processus de déclassement inéluctable lié au système économique, me semble-t-il. Et ça a été une sonnette d'alarme en quelque sorte. Et donc effectivement, si on a une vision optimiste des choses, on peut se dire que c'est le début d'une prise de conscience. C'est pas pour rien que dans mon roman, il y a ce vieux monarchiste qui est plein je de savais bien, sympathie. je savais bien que le vicomte d'Apremont était de ce côté-là. Oui, bien sûr, parce qu'il voit parfaitement comment le phénomène global mange petit à petit la société française. Donc parmi les différentes classes sociales, si on employait ce vocabulaire marxiste, mais dans les différentes strates de la population, il y a une prise de conscience. Après, il faut être devin pour pouvoir dire si cette prise de conscience produira des effets politiques tangibles ou pas, et je ne suis pas devin. Alors effectivement, je peux m'exercer à un autre roman, un roman périphérique, si je puis dire, sur les solidarités, mais là, ce serait un peu de la fiction. De la vraie fiction, c'est-à-dire presque de la science-fiction. Donc on quitterait le polar social pour de la SF, en quelque sorte. Voilà. Bon, on n'est peut-être pas rendu à des choses si désespérantes, parce que l'un comme l'autre, vous nous décrivez du côté d'Yves-Marie Adeline la ruine d'une belle idée, et là qui, pour le coup, est mise en sommeil et qui attend son prince charmant qui viendrait la réveiller, sachant qu'on n'a pas l'impression que ce soit par l'histoire des Orléans ou celle des Bourbons que vous nous racontez, que on est arrivé à avoir trouvé le bon prince. Et vous, Éric Desmond, dans Jaune, vous nous racontez l'histoire d'un peuple qu'on a aplati et qui essaye quand même de vivre encore, mais en nourrissant des espoirs si minuscules il s'agit presque plus de survie que de vie. Il nous reste 1 minute et 20 secondes. Je voudrais juste savoir, Éric Desmond, en quelques secondes, ce qui vous a donné le plus de plaisir littéraire, avant de pouvoir poser la même question à Yves-Marie Adeline, quand vous avez rédigé Jaune aux éditions Perspectives Libres 2025. C'était tout simplement de dresser des portraits. C'est-à-dire de décrire des personnages et des archétypes. Ça m'a beaucoup plu. Dans ma jeunesse, je voulais j'ai fait un peu de peinture et j'aurais adoré être portraitiste. Eh bien, d'un point de vue littéraire, c'est ce qui me plaît. J'aime bien décrire des personnages. C'est là que j'ai trouvé de plaisir. Les portraits. Et vous, Yves-Marie Adeline, il nous reste 37 secondes. Voilà. Et vous êtes poète, indépendamment du reste de votre œuvre littéraire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette longue description alternée de la ruine d'un bâtiment et de la disparition des espérances monarchistes ? Je me suis astreint à une discipline. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas par rapport à la poésie, mais vous savez que je suis dramaturge aussi. Et j'ai pu écrire des choses où il y avait des dialogues. Je me suis astreint à une discipline, il n'y a aucun dialogue. Tous les personnages, j'en parle, éventuellement je parle de leur dialogue, mais je ne les fais pas dialoguer, vous voyez. Et je me suis imposé cette discipline et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est la première fois qu'il n'y a pas un seul dialogue dans un de mes livres.
Parfait. Voilà, il n'y a pas un seul dialogue dans le château du roi dormant, mais c'est un récit épatant. C'est bourré de dialogues chez Éric Desmond et c'est aussi un livre remarquable. Je souhaite à tous les auditeurs de Radio Courtoisie de se procurer les 2 ouvrages et d'en profiter. Merci beaucoup, messieurs.